Voilà, j'ai l'impression que le live Facebook est en train de se lancer. On croise les doigts pour que tout le monde puisse nous suivre. Je vais vérifier ça tout de suite. Je vous demande encore 30 petites secondes de patience afin de vérifier juste que le live Facebook s'est bien lancé. Et oui, c'est bon, c'est parfait. J'ai l'impression que le live Facebook est lancé. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je vous remercie à tous d'être connectés. Vous allez tous très, très, très nombreux aujourd'hui. Bonjour, et je vois que vous commencez à utiliser le chat, c'est parfait. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence de Gilles Babinet, avec qui j'ai l'honneur d'être aujourd'hui pour animer effectivement ce webinaire intitulé Big Data, épidémiologie et politique publique que vous attendez donc tous. Je vais passer très vite la parole à Gilles pour une intervention qui va durer environ 30 à 35 minutes. Et ensuite, nous aurons un moment d'échange afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite à utiliser, comme vous êtes en train de le faire à l'heure actuelle, le petit chat en bas à droite de votre écran pour pouvoir nous poser toutes vos questions que nous prendrons à la fin de l'intervention de Gilles Babinet. Je n'en dis pas plus. Merci à Gilles, qui est donc le conseiller numérique de l'Institut Montaigne, et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci à l'Institut Montaigne d'organiser ces sessions. Donc, on va parler aujourd'hui de Big Data, d'épidémiologie, de politique publique. Donc, tout de suite, une petite déception pour nos auditeurs. Je ne suis pas épidémiologiste, mais je me suis vraiment beaucoup intéressé il y a quelques années à l'utilisation du Big Data et un champ extraordinaire, c'est évidemment l'épidémiologie, avec des conséquences en cascade sur les politiques publiques. Et dans le contexte que l'on connaît, évidemment, un certain nombre de personnes m'ont dit que ce serait intéressant de revenir sur ces sujets. Alors, on va rapidement parler d'épidémiologie, de Big Data, et puis de la relation entre les deux, le système de santé, puis enfin, on fera un peu de prospective et on verra ce que peuvent devenir l'évolution de ces systèmes et de ces politiques en général. L'inventeur du Big Data, c'est ce monsieur, Jack Snow. C'est un médecin, un apprenti médecin d'abord, qui va passer 30 ans de sa vie à travailler sur le choléra. Il habite à Londres et il y a régulièrement des épidémies en Grande-Bretagne. Et notamment, il y en a une en particulier où il essaye de comprendre ce qui se passe. Ça se passe du côté d'Oxford Street. Ce qu'il fait, c'est qu'il cartographie les morts, les gens qui meurent du choléra. Il met un petit point que vous voyez sur la carte ici, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède. Et il a la suspicion assez forte que c'est l'eau. Ça fait des années qu'il travaille sur ce sujet. Et en fait, il va se dire que l'origine de tout ça, c'est la petite fontaine que on ne voit pas ici, non, qui est au milieu. Donc ici, là, vous avez une fontaine ici. Et en fait, ce qu'il va faire, assez radical, il va retirer le manche de la pompe du puits qui se trouve à cet endroit-là, et immédiatement, l'épidémie de choléra s'arrête. Donc ça, c'était vraiment le premier acte d'épidémiologie. Et l'épidémiologie, dans un premier temps, va être évidemment extrêmement rudimentaire. Elle va servir principalement à améliorer l'efficacité des politiques publiques. Donc, ce qui vraiment est directement en relation avec l'épidémiologie, c'est les campagnes de vaccination. Et puis, quand on n'est pas dans un contexte de crise, la localisation des hôpitaux et l'expertise qui se développe au sein de ces hôpitaux. On essaye finalement d'avoir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, en d'autres termes, la biostatistique, c'est-à-dire l'utilisation absolument systématique des données de santé pour faire de la statistique. Mais en fait, à partir du début du XXe siècle, on va commencer à améliorer un petit peu ça. Il y a un monsieur, un Français, qui est avant tout démographe et géographe, Antoine Quetelet, qui va tout simplement se dire, mais en fait, les données ont d'autres, peuvent être accrues d'autres informations. Et il va par exemple mettre en évidence le fait qui est une évidence pour nous tous, mais
il y a un grand biais de classe sociale dans la mortalité. Alors, si vous êtes pauvre, par définition, vous mourrez plus jeune que lorsque vous êtes riche. Et il va faire le rapprochement des sciences sociales avec l'épidémiologie. Alors, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long du XXe siècle et qui va se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie comportementale, c'est-à-dire être capable de comprendre réellement des contextes assez complexes pour pouvoir déduire des évolutions potentiellement médicales. Le pape de ça, c'est évidemment Daniel Kahneman, qui s'est beaucoup appuyé sur des données médicales dans le cadre de ses travaux. Donc ça, c'est vraiment ce qui me semble intéressant de comprendre. Mais depuis le début du XXIe siècle, il y a une rupture dans les modèles orthodoxes d'épidémiologie et d'études des populations en général. Cette rupture, évidemment, c'est la rupture de la data, c'est le fait qu'il y a une explosion de données sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais aussi une rupture de paradigme technologique. Alors, je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginez que vous soyez le conservateur du Louvre et vous êtes en 1996. 1996, il y a eu un événement intéressant, c'est que le Louvre a mis en ligne un site web où vous pouviez accéder à l'époque à toutes les œuvres qui étaient présentes dans le Louvre. Et donc, on peut imaginer une conversation imaginaire entre le directeur du Louvre et son directeur technique qui va lui demander « Mais comment est-ce que je peux chercher dans ces centaines de milliers d'œuvres ?» À l'époque, la réponse c'était « Vous ne pouvez chercher que dans des données structurées, c'est-à-dire ce qu'on aura dit de cette œuvre. Si c'est une peinture, si elle a un fond noir, si c'est un portrait, si c'est un paysage, le nom évidemment de l'artiste, le genre, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous pouviez faire à l'époque. Si éventuellement vous aviez une petite description, vous pouviez chercher un peu dans cette description, mais vous étiez très limité dans le champ. Et vous allez avoir une révolution qu'on appelle la règle des 3 V, pour volume, vélocité, variété, qui va avoir des conséquences tout à fait incroyables. C'est-à-dire qu'entre la photo de gauche, qui finalement est classée dans des données structurées, et celle de droite, qu'on va dire, qui s'exprime 15 ans plus tard, le coût d'exploitation de la donnée va baisser d'un facteur 70 000. Et puis au-delà de ça, vous allez avoir une nouvelle catégorie d'algorithmes qui va arriver, qui permettra de traiter des données non structurées. Et entre 97 et on va dire 2012, hypothétiquement, vous allez être capable de poser des questions qui sont donc très structurées à des questions qui sont potentiellement très ouvertes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, écoute, isole-moi toutes les jeunes femmes qui portent un phare, qui ont un serre-tête bleu et qui sont sur un fond noir. Donc ça, c'était, à moins que ça ait été renseigné dans une base exprès, c'était une révolution. On pourrait tout aussi bien dire, isole-moi toutes les peintures qui ont des craquelures pour qu'on puisse les restaurer. Et donc, c'est cette notion de vélocité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de préstructurer l'information. Vous pouvez poser des questions à la volée. C'est pour ça qu'on parle de vélocité. On parle de volume, de vélocité et de variété parce que vous êtes capable de comparer des dimensions qui sont extrêmement nombreuses. Auparavant, on ne savait pas, sur des grosses bases de données, dépasser un certain nombre de dimensions. Et là, vous pouvez aller sur des dimensions qui sont potentiellement illimitées. Donc ça, c'est vraiment cette grande rupture. Il faut bien comprendre qu'elle s'inscrit aussi dans l'avènement de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est un vrai auxiliaire, par exemple, pour pouvoir préstructurer de la data, pour pouvoir l'organiser d'une façon qui la rend plus facile à lire. Et donc, d'un côté le big data, de l'autre côté les techniques de machine learning. Et finalement, en l'espace de seulement quelques années, on a ouvert des perspectives en matière d'utilisation de la donnée qui sont juste phénoménales. Ce qui était théorique et pour ainsi dire impossible à faire devient assez facile à faire dans bien des domaines. Et ce passage de la donnée structurée à la donnée non structurée, je crois quelque chose d'assez important. On est, par exemple, capable aujourd'hui
de traiter des données qui sont non structurées avec des approches qui sont structurées avec des approches non structurées. Par exemple, si vous avez des milliers de feuilles Excel, c'est très compliqué d'aller extraire la donnée, de la mettre dans le bon format, etc. Et avec un certain nombre d'outils de nature assez différente pour réussir à faire de la corrélation sur ces données. Et vous allez utiliser à la fois du machine learning, à la fois des technologies de données qui sont souvent pour des données non structurées. Ça c'est vraiment important parce que ça ouvre un potentiel qu'on n'avait pas encore pu utiliser sur le traitement de données qui étaient des données anciennes et des données nouvelles et des données qui sont surtout extrêmement hétérogènes dans leur nature d'une façon générale. Donc, je vais, pour vous donner un exemple de ce que l'on fait, ça, ce sont vraiment la base des données médicales. Donc, les données cardinales médicales, c'est les usages des médicaments, donc qui achète quoi, le remboursement des actes médicaux, donc la CNAM-TS, et la base de données s'appelle le SNDS, les comptes rendus médicaux, qui sont généralement conservés en papier jusqu'à qu'on ait ce qu'on appelle les DMP, donc les grands centres hospitaliers comme par exemple la PHP, possèdent des millions de dossiers patients depuis des décennies, mais qui sont difficiles à exploiter parce que c'est resté en papier. Et puis évidemment, les cohortes, je vais y revenir, c'est-à-dire les travaux de recherche qui sont faits. Par exemple, l'INSERM a aujourd'hui 70 grandes cohortes qui sont des remontées d'informations sur des pathologies qu'ils suivent et qui s'expriment généralement dans le temps long. Donc, quand on suit, je sais pas, je dis au pif, le diabète, eh bien, c'est vraiment intéressant de voir comment ça évolue sur 10, 20, parfois plus de temps. Et puis, vous avez des données qui sont complémentaires à ça, qui sont, c'est tout petit, qui sont les données de l'adresse, donc toutes les données sociales, dont les données médicales, évidemment, les données d'alimentation, les données économiques, entre autres du recensement de l'INSEE, et puis des données éducatives. Ça, on va dire que ce sont des données qui sont un peu officielles. C'est, pour ainsi dire, à part les comptes rendus médicaux, toutes des données qui sont de nature structurée. Mais là, déjà là, on parle de malédiction dimensionnelle. Et on en parlait avant l'avènement du big data. C'est-à-dire, dans les années 90, on avait ces données, mais on ne savait pas vraiment les exploiter parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, les algorithmes n'étaient pas faits pour ça. Et donc, on était obligé de faire des extractions, des échantillons, pour pouvoir regarder ce qu'il y avait dans ces données. Et puis, ce qui s'est passé au cours des 10-20 dernières années, c'est effectivement ça, c'est une explosion des sources potentielles de données. Donc, vous avez tout ce qui est les applications de wellness en haut à gauche, c'est-à-dire quand vous allez faire un footing, parfois certains d'entre vous utilisent des applications, ça a potentiellement de la valeur médicale. La recherche sur Internet, on a eu pendant un certain temps une application qui s'appelait Google Flu, et en fonction du nombre de gens qui tapaient « j'ai mal au dos », on pouvait dire s'il y avait actuellement un virus de la grippe qui était en train de se balader. Alors, on a beaucoup critiqué ça, on a dit que ça ne marchait pas. Ça a été repris par, je crois, le MIT, et qui a démontré qu'en fait, il fallait juste mieux entraîner les algorithmes et que ça marchait très bien. On a les données de location mobile, de localisation des mobiles, qui ont beaucoup d'intérêt dans beaucoup de domaines, mais en particulier dans le domaine de la santé, c'est extrêmement intéressant. Les mails, on ne lit pas dans les mails, mais ce qu'on raconte dans les mails peut avoir beaucoup d'intérêt pour le monde de la santé. Évidemment, toutes les données que les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont des acteurs très présents dans le monde de la santé, peuvent récolter au travers de leurs différentes apps là-dessus. Ce qu'on appelle l'IoT, les objets connectés, qui sont des objets de wellness également, mais qui peuvent prendre l'attention, par exemple. On a aussi les données brutes des opérateurs, donc ce sont des données qu'on peut potentiellement exploiter, et puis les réseaux sociaux. Donc là,
je pense que ce n'est pas la peine de vous dire qu'on a une explosion de la quantité de données qui est devenue extrêmement forte. Beaucoup de réserves en matière de privacy sur la capacité à utiliser ces données. On conçoit très bien qu'il y a des risques extrêmement importants si ces données étaient aisément accessibles. Mais néanmoins, d'une façon générale, une compréhension qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, et sous réserve qu'on arrive à traiter ces sujets de données privées, potentiellement une nouvelle forme de médecine qui s'exprime. Alors, c'est quoi la santé? La santé publique, je pense que vous connaissez à peu près ça. En France, c'est 11,3 du PIB, je vais y revenir un peu plus tard, et c'est un système qui est extrêmement structuré autour de modèles qui sont finalement assez anciens. Par exemple, les antibiotiques, on sait que ça a sauvé des centaines de millions de personnes, c'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. L'asepsie, c'est aussi une invention ancienne, ça a plus d'un siècle. Et il y a quelques modèles comme ça qui sont vraiment on va dire des piliers des modèles médicaux et que, je dirais, on met à l'échelle dans les systèmes de santé. La santé française, c'est un système qui, contrairement à ce qu'on lit beaucoup dans les journaux actuellement, il n'y a jamais eu de recul de l'investissement. C'est-à-dire que les dépenses publiques ont absolument augmenté de façon... Il n'y a pas une seule année en retrait, ça a augmenté très vite il y a au début des années 2000. Là, on est sur des augmentations qui sont légèrement supérieures au PIB, voire la dernière année qui sont équivalentes au PIB, c'est-à-dire 1,6% d'augmentation de dépenses de santé en général. Le système français est un système à la fois centralisé, il y a eu un débat récemment avec les Allemands à ce sujet, et en même temps extrêmement complexe dans sa gouvernance. Donc, vous avez évidemment les acteurs sociaux, la CNAM-TS d'un côté, vous avez l'État de l'autre, et puis en dessous, ou à côté d'ailleurs, vous avez une ribambelle d'acteurs qui sont extrêmement nombreux et qui, je crois, posent quand même un certain nombre d'enjeux en matière de gouvernance, et en particulier qui rendent assez difficile, je trouve, l'évolution vers une santé algorithmique d'une façon générale. Le modèle de santé français, il est, si on devait le différencier des autres modèles, il est très post-traumatique. C'est-à-dire que la moyenne OCDE de dépenses post-traumatiques, préventives, c'est 3,1. La France, c'est presque la moitié, c'est 2%, à peu près 2%. Et ça, c'est une caractéristique assez forte, je pense, qui explique aussi partiellement ce qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis, c'est un modèle où la dépense hospitalière est très importante. Il y a beaucoup de dépenses hospitalières. La médecine de ville est moins importante dans ce modèle. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la crise qu'on connaît, les meilleurs de la classe sont plutôt peu dépensiers en système de santé publique. Vous voyez ici, on n'a pas malheureusement Taïwan, parce que Taïwan ne fait pas partie de l'OCDE ni de la Banque mondiale en raison de leur relation avec la Chine. Mais on voit bien que en dépenses sur le PIB, les grands pays occidentaux sont loin devant ces pays-là. Alors, la part privée est évidemment beaucoup plus importante, mais d'une façon générale, les dépenses de santé en général sont moins importantes dans ces pays. Et là où ces pays se caractérisent, c'est sur l'épidémiologie. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de concentration humaine qui sont très élevés et que toute pandémie, même de pathogènes qui ne seraient pas forcément extrêmement agressifs, a des conséquences fortes. Et puis, au cours des 20 dernières années, ils ont affronté un certain nombre de virus, donc le SRAS, H5N1, H1N1, etc. Et ils ont vraiment créé un système épidémiologique qui vise à détecter le plus en amont possible ce genre de choses. Et ce faisant, ils ont infléchi le fonctionnement de leur système de santé de façon assez forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne s'inspirent plus des systèmes occidentaux. Ils développent des pratiques qui sont autonomes des systèmes occidentaux et qui sont, on le voit, évidemment efficaces. Et d'une façon générale, je pense que
si je devais le résumer, je dirais qu'on passe d'un modèle qui est où la molécule est au cœur du processus pour la majorité des actes médicaux, à un modèle où vous rentrez dans des protocoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous utilisez la data pour être capable de souder une expérience qui peut comprendre un généraliste, des spécialistes, de la médecine de ville, d'hôpital, etc. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de rupture de charge. Alors, on a des enjeux qui sont des enjeux de respect de la vie privée sur les données qui sont extrêmement complexes. Je dirais que dans ce domaine, il y a 3 grandes écoles, me semble-t-il. Il y a l'école européenne qui est extrêmement réservée et conservatrice sur l'ouverture des données. Donc, quand on construit un système, la première préoccupation que l'on a, c'est de s'assurer qu'on a une vraie solidité, une vraie résilience dans le respect des données privées. On a l'école américaine qui est une école très différente, qui est une école contractuelle. C'est-à-dire qu'on fait signer, et notamment dans le cadre de Watson, qui a été un grand robot à base d'intelligence artificielle d'IBM, qui s'est beaucoup intéressé à la santé, la façon dont on gérait la donnée, c'était en faisant signer des NDA, des accords de confidentialité aux médecins dans ce domaine. Et puis, on a l'approche asiatique. Alors, c'est difficile de faire un amalgame parce qu'entre la Chine et la Corée, en passant par Taïwan, vous avez quand même très, très grosses différences d'approche entre ces pays. Mais d'une façon générale, on a une plus grande flexibilité dans la façon dont ces dispositifs à base de données sont utilisés. Il y a un fort développement des DMP, donc des dossiers médicaux privés dans ces pays. Alors, c'est encore une fois très différent entre certains pays et les autres. La Chine, paradoxalement, c'est assez privé, voilà. Mais il y a une volonté politique de développer ça et surtout de modifier la gouvernance de ces systèmes en même temps qu'on développe ces systèmes numériques. Parce qu'on se rend bien compte que le principal problème qu'on a, c'est de retirer la bureaucratie, de créer une transversalisation dans la donnée et de faire en sorte qu'on casse les silos. Le vrai problème, je pense que c'est un problème qui est assez commun au système de santé occidentaux, c'est la gestion des silos d'une façon générale. Alors, dans le cadre du Covid, il y a évidemment, au travers de la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire évidemment de l'épidémiologie de masse. Donc ça, c'est quelque chose que on commence à faire même en France. Vous avez vu qu'on a expliqué que les Français, les Parisiens avaient quitté Paris, je crois que 2 millions de personnes avaient quitté l'Île-de-France. Bon, c'est quelque chose qui est totalement commun dans ces pays-là et qui existe depuis, à mon avis, une dizaine d'années là-dessus. On peut aussi améliorer les workflows hospitaliers. S'il y a bien quelque chose qui dysfonctionne aujourd'hui, c'est les workflows. C'est-à-dire que je parlais encore avec des gens qui sont en responsabilité il y a quelques jours, qui me disaient, mais en fait, le seul workflow qu'on a, c'est le téléphone aujourd'hui. On n'a pas une data visualisation qui nous explique où est-ce qu'il y a des chambres, des lits disponibles, des appareils de ventilation, etc. Ça n'existe pas. Et c'est quelque chose de commun dans ces pays-là. On a évidemment du patient monitoring. Ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est évidemment de faire de la médecine de l'hôpital de ville, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens restent chez eux. On a des choses qui sont plus controversées, comme le backtracking, c'est-à-dire qu'on regarde vos datas de déplacement et on essaie de voir où est-ce que vous avez pu aller contaminer des gens. C'est plus ou moins fait dans un cadre de respect de la donnée privée, ça dépend des pays, parfois c'est ce qu'on appelle opt-in, c'est-à-dire à la volonté du patient, et puis parfois c'est très coercitif, comme par exemple en Chine. On a aussi dans ces applications des programmes pédagogiques qui vous expliquent par exemple qu'est-ce que c'est que les gestes barrières, et puis lié au backtracking du contrôle de la quarantaine. Et ça, c'est quelque chose qui a été possible de faire parce qu'ils ont fait évoluer le système de santé depuis très longtemps en mettant la data en son cœur. Alors comment ça se passe? Ça se passe à peu près comme ça. Ça, je vais pas pouvoir le commenter extrêmement longtemps, mais en gros, ce que je dirais, c'est qu'en haut, c'est
ceux qui utilisent le plus le numérique, le bleu marine, et puis à gauche, c'est ce qui est le moins coercitif, le plus accepté, et à droite, ce qui est le plus coercitif. Donc, sans surprise, la Chine arrive en haut à droite, et puis en dessous, vous avez Taïwan, la Corée du Sud, Hong Kong, voilà. Alors là, Israël, je ne les ai pas encore mis en bleu marine parce qu'on voit que c'est le SINBET, le service de renseignement qui s'occupe de faire ce genre de choses, mais ils viennent de transférer cette technologie au service de santé, et donc c'est intéressant de voir comment ça évolue. Alors, encore une fois, c'est assez long à commenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des formules extrêmement hétérogènes dans ce tableau. Il y a des gens qui font massivement recours au privé, d'autres massivement au public, mais ce qui est commun, c'est quand même la gouvernance de la donnée. C'est-à-dire la façon dont on accepte que la donnée circule, ça, c'est clairement les gouvernants qui font ce genre de choses. Et un sujet, je pense, qui est relativement commun, c'est l'épidémie de masse. C'est-à-dire, regardez comment les gens se déplacent, soit par grappe, pour éviter justement de rentrer dans des enjeux de respect de la vie privée, soit dans les pays qui sont moins gênés à cet égard, de façon très individuelle. Et c'est difficile de dire quel rôle ça a joué dans le cantonnement du Covid, parce qu'encore une fois, je pense que c'est plutôt un système de gouvernance dans son ensemble, mais il est certain que ça a joué un rôle fort. C'est-à-dire la donnée, il y a eu évidemment les masques, les gestes barrières, le civisme potentiel de ces populations, mais au-delà de ça, quand on regarde un peu ce qui se passe et les travaux parfois de recherche qui sont publiés à cet égard, on voit qu'il y a eu quelque chose d'assez fort qui sont à faire. Alors, pour finir, je dirais que comment nous, est-ce qu'on doit se situer à cet égard? C'est une vraie question parce qu'on n'a pas envie, évidemment, d'abandonner des fondamentaux démocratiques qu'on a construits pendant finalement des siècles dans ce cadre-là. Et puis en même temps, il y a des vies à sauver. Et donc, c'est tout à fait cornélien la façon dont il faut réagir à cet égard. On a quand même un certain nombre de pistes. Une piste que je trouve vraiment intéressante, c'est ce qu'a fait l'Estonie, c'est-à-dire State as a Platform, hein, cette espèce d'extraordinaire intégration de services publics au travers d'une plateforme unique. Je vous invite, pour ceux qui s'y intéressent, à lire le livre de Violaine Champetier de Ribe qui s'appelle « Demain, tous Estoniens », qui décrit remarquablement bien ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on a dit, écoutez, on est capable d'être extrêmement coercitif avec vos données, on pourrait vous martyriser avec ça, et donc on va créer une sorte de tribunal des données, et à chaque fois qu'un fonctionnaire va regarder l'une de vos données, eh bien, vous aurez un log, et vous allez voir que ce fonctionnaire, nominativement, l'a fait. Si vous ne comprenez pas pourquoi il a fait ça, vous avez le droit de vous plaindre, potentiellement de porter plainte. Et il faut savoir qu'il y a des dizaines de jugements chaque année qui sont faits de façon assez sévère, puisqu'il y a des gens qui ont été envoyés en prison sur des citoyens qui se sont plaints au pouvoir judiciaire du fait que finalement on n'arrivait pas à justifier pourquoi le pouvoir administratif avait plongé dans leurs données. Et donc, on est évidemment au cœur d'un débat sur la façon dont on va sortir de cette espèce de cantonnement du Covid. Et vous avez des gens qui s'expriment de façon extrêmement véhémente pour ou contre le fait qu'on fasse du backtracking, qu'on fasse de la géolocalisation personnalisée, etc. Me semble-t-il, une des formes de réponse, c'est de s'assurer d'avoir vraiment une séparation des pouvoirs extrêmement forte. Et donc, si on renforce le pouvoir administratif, ce qui n'est pas du tout dans la culture française. En général, on crée une commission qui est également rattachée au pouvoir administratif. Une des façons d'arriver à traiter ça de façon intelligente, c'est vraiment de s'assurer qu'on a un parquet qui est autonome du pouvoir exécutif et qui a des capacités d'enquête extrêmement fortes sur la façon dont on aurait potentiellement abusé de ces données, et également un contrôle parlementaire, notamment pour mettre fin
après que la crise soit passée, à ces technologies, à ces usages de technologies, et qu'on ne s'amuse pas à le recycler dans le recouvrement des impôts ou je ne sais quoi encore. Donc ça, c'est, à mon sens, une des jambes importantes. Et puis, l'autre jambe importante qui est vraiment essentielle, c'est de développer des expertises en matière de politique publique qui sont des expertises modernes. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui l'ENSAE ou si vous faites de l'épidémiologie dans les grandes facultés, pour m'être intéressé à ça, on n'est pas au niveau où on devrait être sur la compréhension de ces sujets qui sont... Les Français ne sont pas très à l'aise avec ça, des sujets qui vont mêler des architectures de systèmes d'information, du code, des maths, de l'éthique, du design, de la data vise, du droit, donc des choses qui sont extrêmement différentes les unes des autres, et pourtant qui sont absolument essentielles si on veut faire des data scientists, des épidémiologues 2.0, qui sont capables de traiter ces enjeux, et je dirais qu'ils sont capables de se mettre à la hauteur d'une potentielle vision politique à cet égard. Donc voilà, encore une fois, c'est extrêmement ramassé, hein, mais je pense les grands sujets que je voulais évoquer avec vous, et je prends vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Gilles. On a effectivement beaucoup de questions qui nous arrivent. Je tiens à vous signaler, parce qu'on a des gens qui nous font remonter des questions sur effectivement l'avancée du gouvernement à mi-mandat en matière de numérique. À ce sujet, je vous renvoie sur le blog de l'Institut Montaigne, parce que Gilles a effectivement publié tout récemment une note qui fait un point d'étape sur l'action du gouvernement. Donc, je vous y renvoie. On a effectivement aussi des questions qui concerne à la fois l'utilisation de la technologie par Taïwan. Et là aussi, Gilles Babinet a écrit un billet là-dessus. Donc, je vous renvoie également vers le blog de l'Institut. Et enfin, pareil, si vous avez envie de creuser sur la collaboration entre les États et les plateformes, Gilles a de même publié un billet hier sur le blog de l'Institut. Donc, je vous y renvoie. En revanche, sur les nouvelles questions qui ont été posées, la première, par exemple, je pense, c'est effectivement tout ce qui concerne, Gilles, l'empowerment du citoyen. Plusieurs personnes me font remonter un peu cette question autour d'effectivement cette période de crise pousse les citoyens à peut-être s'emparer encore plus de la technologie que ce n'était le cas avant, et se demandent s'il n'y a pas un renversement des choses vis-à-vis de l'ordre entre les citoyens et le gouvernement. Oui, alors merci à ceux qui ont posé cette question. Je ne sais pas si c'est en connaissance de ce que j'exprime régulièrement à ce sujet, mais moi je suis de ceux qui pensent que une des raisons pour lesquelles on a du mal à rentrer dans la révolution numérique, c'est parce qu'elle est très colbertiste, et au-delà de ça, le modèle quasi anthropologique de la nation française, c'est quand même un modèle de verticalité. Et donc, quand vous voyagez un petit peu, vous êtes confronté à des cultures où finalement l'État a un rôle mineur. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes d'applications qui sont développées dans le cadre du Covid, il y a des pays où la société civile est extrêmement dynamique. Alors, néanmoins, il y a des bonnes raisons d'espérer, parce que, je le disais encore récemment dans une tribune dans les Échos de hier ou avant-hier, il y a vraiment, je trouve, au travers de cette crise, quelque chose que vous observez tous, c'est un réveil de la société civile. Et je trouve que quelque chose qui serait vraiment intelligent de la part du pouvoir politique, c'est d'en faire un levier, c'est-à-dire de changer la nature du pouvoir, de sortir de cette vision qui est extrêmement napoléonienne, gaullienne, Louis XIVienne, je ne sais quoi, de nature du pouvoir, et de comprendre que l'essence même, la nature même de cette technologie, c'est une technologie d'aplatissement. C'est vraiment, vous avez des technologies comme par exemple le canon, qui sont des technologies souveraines d'État. Là, les technologies numériques, c'est des technologies de société civile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travers énormes, les GAFA en sont un, voilà, mais je crois qu'il est important que notre pays le comprenne. Merci beaucoup, Gilles. Peut-être une nouvelle question sur, pareil, ça remonte, donc j'espère ne pas trahir les propos de ceux qui posent la question, sur la conciliation effectivement entre la vie privée et la récolte de données. On a plusieurs personnes qui se demandent effectivement dans quelle mesure il faut faire attention en temps de crise à ne pas enfreindre
des libertés fondamentales, tout en ayant quand même ce besoin d'aller chercher des données. Par exemple, c'est ce que quelqu'un nous disait sur l'utilisation de la localisation mobile de quelqu'un qui serait porteur. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour concilier un peu ces deux choses-là? Oui, je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue, il y a des réponses morales, c'est-à-dire que suivant les cultures, suivant les pays, on va accepter certaines choses qu'on n'acceptera pas dans d'autres. Le problème à l'égard de ce qui se passe actuellement, c'est la notion d'urgence. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un débat parlementaire, démocratique, sur où est-ce qu'on doit poser précisément le curseur, et le ferait-on, est-ce qu'on le poserait au bon endroit? Donc, moi, je n'ai pas de réponse définitive, si ce n'est que je pense que c'est important de sauver le plus de vies possible. Mais au-delà de ça, je pense que si on n'accepte pas cette notion d'État-plateforme, en gros, c'est concéder un transfert de souveraineté vers les GAFAM quasi mécanique. Et donc, on pourrait me dire, c'est un jeu de mots un peu malheureux, que c'est la peste ou le choléra, mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut réussir dans des sociétés démocratiques à créer des contre-pouvoirs. Alors, est-ce qu'on peut le faire en partant de là où on est? C'est pas certain. Mais en tout cas, si on voulait vraiment réussir à faire une société inclusive avec un État efficace, autonome d'acteurs privés, je pense qu'il est difficile d'arriver à le faire sans créer un État plateforme où la data est tout à fait transverse à ça. Et encore une fois, je trouve assez rassurant de se dire que certains pays, alors c'est surtout les pays scandinaves, mais pas que, nous montrent un peu la voie, et sous réserve qu'on arrive à sortir de cette logique de concentration des pouvoirs, où le pouvoir administratif est, à mon avis, démesuré par rapport à ce qui devrait être, je pense qu'on peut faire quelque chose qui fonctionne. Merci beaucoup. Alors, on a aussi beaucoup de questions concernant un petit peu les données qui pourraient être utilisées ou qui ne sont pas encore utilisées à l'heure actuelle pour faire effectivement soit des prédictions, soit plutôt en matière de sortie de crise. Dans quelle mesure est-ce que les données à l'heure actuelle sont utilisées en France? Sont-elles mal exploitées ou est-ce que effectivement la France a des progrès à faire pour ne pas se priver de données et pour essayer d'utiliser le numérique au mieux pour la sortie de crise? Alors, pour le moment, le statut, c'est à peu près celui-ci. On a toutes les données épidémiologiques qui sont compilées, pour ainsi dire, à la main, c'est-à-dire le nombre d'admissions en réanimation, ce que vous voyez tous les jours, voire plusieurs fois par jour au journal télévisé. Et là, ce qu'on est en train de faire avec l'INSERM, c'est que la modélisation, on introduit dedans les déplacements de masse. C'est-à-dire que les gens sont agrégés, on ne va pas compter une personne, on va compter un certain nombre de personnes, de sorte à ce qu'on ne puisse pas remonter aux individus. C'est Orange qui développe cette technologie, et moi j'ai eu à plusieurs reprises la confirmation que ces technologies n'étaient, sous cette forme actuelle, hein, évidemment on peut modifier ça, mais ne permettaient pas de remonter aux individus. Donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir prépositionner des ressources là où le Covid va arriver, alors qu'aujourd'hui, on court un peu après. Voilà. Mais c'est vraiment, comme je le montrais dans mon tableau, c'est l'étape 1, c'est-à-dire l'épidémiologie de masse avec des traitements un petit peu sophistiqués. C'est le premier niveau de ce que l'on peut faire. Il y a beaucoup de pays qui le font déjà dans le monde. Et après, on peut remonter des données plus fines. Alors, si on avait des DMP qui étaient massivement partagés, ben, on verrait des contextes, sans doute. Par exemple, on serait capable de dire quels sont les facteurs d'aggravation. On commence à le voir un petit peu, d'ailleurs, ce genre de choses, mais on l'a fait un peu à la main. On aurait sans doute pu le faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. En fait, ça permet d'aller plus vite, mais encore une fois, je trouve que ce débat a été très largement phagocyté par une perception, me semble-t-il, exagérée en matière des risques. Et de fait, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu des vies parce qu'on n'avait pas les outils qui étaient
plus sophistiqués. Et ça ne veut pas dire que je considère qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Ça me permet de transitionner effectivement sur une question qui nous remonte assez sur les données. Dans quelle mesure, effectivement, est-ce que le big data aurait pu nous aider à anticiper cette crise? Plusieurs m'ont dit, effectivement, nous disent, est-ce qu'on aurait pu utiliser les données qui viennent de la Chine? Est-ce qu'on aurait pu utiliser les données qui viennent de l'Italie pour nous aider à mieux prédire cette crise? Et si tu pouvais, s'il te plaît, Gilles, nous rappeler également bien la distinction entre une approche qui est purement statistique et une approche qui s'appuie en fait sur le big data pour bien clarifier pour tout le monde. Ouais. Oui. Alors, un modèle pur, bon, le big data, c'est quand même des statistiques. C'est pas forcément les mêmes statistiques dont on parle à cet égard, mais c'est réellement des statistiques. Ce qu'on aurait pu faire, très simplement, hein, c'est on aurait pu, par exemple, avoir une agence européenne d'épidémiologie. Alors, elle existe, mais elle existe avec un biais qui est que les données lui sont remontées après qu'elles soient consolidées dans chaque pays. Donc, elle est toujours très loin en train de courir derrière l'enjeu. Alors que si on avait, je ne sais pas, par exemple, un truc qui est très commun dans les pays d'Asie, c'est une prise de température dans les aéroports. Si vous avez une personne sur X qui a de la fièvre, bon, c'est normal, c'est l'incidence statistique. Mais si tout à coup ce taux se multiplie d'un facteur 3 ou 4, là, vous pouvez faire des investigations plus poussées et vous avez la possibilité de connecter ça. C'est-à-dire de faire en sorte que ça remonte directement à l'agence européenne et qu'elle voit tous les aéroports à voir, toutes les températures, potentiellement anonymisées d'ailleurs, en temps réel. Et donc, si dans 5 aéroports à la fois, vous voyez qu'il y a une montée de température statistique sur un certain nombre de cas, là, vous savez que vous avez quelque chose que vous devez regarder de façon plus approfondie. Et en fait, ça vous permet assez facilement d'avoir un input sur votre modèle statistique d'épidémie de propagation qui va être extrêmement intéressant, quoi. On n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas ça aujourd'hui. Et technologiquement, c'est pas le truc le plus compliqué de tout ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup, Gilles. On a peut-être encore le temps de prendre quelques dernières questions. Je vous en propose deux d'un coup. On a des questions sur le rôle de l'OMS en matière de big data, première question. Et on a une seconde question sur le rôle de l'Europe dans tout ça. Est-ce que l'Europe est en retard technologique? Est-ce que les règles européennes vont peut-être bouger à l'issue de la crise? Peut-être un petit état des lieux européen serait intéressant pour tout le monde. Alors, pardon, l'OMS, c'est intéressant que quelqu'un mentionne ça parce que quand j'ai écrit mon livre sur le big data, donc j'ai dû l'écrire en 2013, j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai rencontré des gens qui travaillaient avec l'OMS et qui m'ont dit, notamment, je crois qu'on était post-Ebola, on devait être juste post-Ebola, et qui m'ont dit, on veut être capable de mettre en œuvre une sorte de big data d'urgence où on va se plugger sur les opérateurs et on va voir très très vite les flux. Comme Ebola, c'est extrêmement contagieux et que vous ne savez absolument pas en Afrique parce que vous n'avez pas de système épidémiologique, ils ont développé ce truc-là. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce modèle. J'ai un peu peur que les scandales de type Cambridge Analytica aient fait qu'ils aient tout arrêté. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, on était plus avancé sur les modèles épidémiologiques basés sur les données mobiles qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que les opérateurs de télécom ont relativement légitimement, en tout cas pour les autres sujets, pris peur et ont complètement fermé l'accès à ces données de traces. C'était la première question, et la deuxième question, c'était quoi? Et la deuxième, c'était le rôle de l'Europe dans tout ça. Ah oui, le rôle de l'Europe. Effectivement, bon, est-ce que les règles vont changer demain? L'Europe s'est singularisée en créant le RGPD, qui est, me semble-t-il, un texte qui restera assez fondamental. On peut le critiquer, moi je suis très critique du RGPD à l'égard des PME, plus parce que ça leur donne une charge administrative extrêmement forte à traiter, mais c'est un texte qui a
pour ainsi dire, une portée de droit constitutionnel. Ça pose le fait que les données individuelles sont extrêmement sensibles et qu'il faut les préserver. Et encore une fois, c'est des droits fondamentaux qui sont exprimés au travers de ce texte. Maintenant, je pense que, encore une fois, dans l'équilibre et notamment la capacité d'expérimentation, c'est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que je suis gêné lorsque quelqu'un vient avec une idée qui est extraordinaire et qui pourrait potentiellement, en termes social, en termes médical, avoir un impact important, et on ne peut même pas expérimenter parce qu'il y a des doutes, je ne dis même pas qu'il y a une certitude, il y a des doutes sur la compatibilité de cette expérimentation avec le RGPD. Voilà. Pour finir, quand même, une petite note un peu optimiste. Aussi bien en matière d'intelligence artificielle qu'en matière de big data, les publications scientifiques viennent, je ne sais pas si je pourrais dire en majorité, et puis ça dépend de quelle Europe on parle, parce que le Royaume-Uni est extrêmement présent sur ces sujets, mais je dirais qu'il est probable que ça vient en majorité de l'Europe si on y inclut le Royaume-Uni. Donc on a finalement toutes les raisons, et je dirais, en plus de ça, on a aussi une farouche volonté de respecter des principes démocratiques forts. Donc on a toutes les raisons de réussir à faire la V3, entre guillemets, de la révolution digitale, qui soit une V3 extrêmement inclusive. Moi, en tout cas, c'est ce pourquoi je milite, c'est un numérique qui soit moins consumériste, qui soit plus inclusif. Peut-être que post-crise du Covid, c'est le cheminement politique que un certain nombre d'États européens voudront prendre. En tout cas, c'est assez clairement ce qui est exprimé dans le programme de von der Leyen, si vous le lisez attentivement. Merci beaucoup, Gilles. Une nouvelle question sur comment est-ce qu'on pourrait effectivement, dans cette crise, faire en sorte d'anonymiser un petit peu plus les données. Certains ont parlé de thermomètres sans contact. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place pour aller plus vite et qui permettraient peut-être d'anonymiser les données? Alors, vous avez des designs, des intégrations technologiques qui sont ce qu'on appelle privacy by design, c'est-à-dire qui sont faites de telle sorte à ce que vous puissiez, en tant qu'utilisateur, bénéficier d'informations, mais ces informations ne vont pas remonter vers un système central. Typiquement, le système à Singapour qui vous dit si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été contaminé est de cette nature. Donc, on a du privacy by design dedans. Donc, on pourrait faire ce genre de choses. C'est extraordinaire, il faut absolument pousser ce type de voie autant que se peut. Maintenant, si vous voulez faire State as a Platform, gouvernement as a Platform, là, vous avez besoin d'avoir des données qui sont sur la plateforme, nécessairement, et donc vous êtes obligé de rentrer dans un modèle où finalement la préservation de l'intégrité de ces données privées, elle est faite par des contre-pouvoirs. Merci beaucoup, Gilles. Une nouvelle question, effectivement, sur finalement, ça pourrait presque être la dernière question, mais on va quand même essayer d'en prendre quelques-unes de supplémentaires. On a une question sur qu'est-ce qu'on fait après, en sortie de crise, quelle réponse, quelle plateforme pour demain. Quelqu'un nous parle notamment du modèle estonien avec la carte d'identité numérique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Quelles sont les leçons qu'on va retenir technologiquement de cette crise? Question bien difficile. Merci pour cette question. Moi, je crois que c'est important de rappeler que l'Europe, c'est le premier espace économique dans le monde. C'est aussi la première publication, première source de publication scientifique en général et en particulier dans le domaine de la technologie. Donc, on a des atouts, mais je crois qu'il faut réussir à susciter un intérêt citoyen pour une forme de vision politique qui soit emmenée, entre autres, par la technologie et la volonté d'inclusion, évidemment. Mais ça ne passera que par cette phrase que j'adore de Victor Hugo, c'est rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est survenue, est arrivée.
Et aujourd'hui, je pense que cette vision qui a été exprimée par donc la présidente de la commission et qui est reprise par les commissaires, elle mérite d'être amplifiée, d'être affinée, d'être partagée plus largement. Et il faut le faire. Je veux dire, l'Europe est en train de laisser passer un train qui non seulement est largement à sa portée, mais en plus qui peut être, à mon sens, une voie pour le monde. C'est-à-dire que aussi bien en matière d'environnement qu'en matière d'inclusion, qu'en matière d'efficacité des services publics, on a quelque chose qui est extrêmement concrètement accessible, ne tient qu'à nous, finalement, de faire consensus autour de ça et de le mettre en œuvre. Est-ce que dans l'après-crise, Gilles, vous voyez aussi peut-être une utilité du Health Data Hub qui est lancé par le gouvernement? Il me semble que vous aviez fait un point d'étape là-dessus également dans votre note. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Oui, alors, vous savez, c'est intéressant parce que moi, j'ai travaillé sur la carte vitale, enfin, c'est incroyable, ça ne me rajeunit pas, en 1991. J'avais à l'époque une agence de design industriel et l'ancêtre de cette carte, on avait travaillé sur cette expérience. Et à l'époque, il y avait déjà à peu près toutes les fonctionnalités du DMP qui étaient prévues dedans. Bon, le système s'est enrayé, ça n'a pas fonctionné. On a essayé de le relancer à plusieurs mesures, de mémoire en 2012. C'était très difficile. Et puis là, on a un volontarisme, je pense, auquel on n'a jamais été encore familier, très très fort. Le gouvernement veut qu'il y ait à la fois le DMP et en même temps la partie, entre guillemets, un peu épidémiologique de centralisation de données qu'on appelle le Health Data Hub, qui permettra de centraliser les données hospitalières, les données de recherche, tout type de données, d'une certaine manière. Si ce système arrivait à voir le jour, vu l'énergie qu'on met dedans, je pense que ça devrait être le cas, ça pourrait effectivement faire une grande différence avec ce que font d'autres pays. Je n'ai pas fait de comparaison des DMP, je l'avais fait par le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les DMP dans le monde ont essuyé énormément d'échecs. Le plus retentissant, ça devait être le DMP britannique, qui a dû dépenser quelque chose comme 7 milliards de livres. Et ils ont arrêté ça en 2011, ils sont en train de le reprendre. Mais je pense que fort justement des échecs qui ont été observés un peu partout dans le monde, on a un certain nombre de garde-fous qui nous permettent de penser que c'est la bonne. Il y a déjà 5 millions de personnes qui ont ouvert un DMP en France, et c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. Merci beaucoup, Gilles. On a aussi des questions concernant le rôle des GAFAM, qui fait écho au billet qui a été mis en ligne sur le blog de l'Institut Montaigne hier. Effectivement, plusieurs soulignent le fait qu'il ne faudrait pas leur laisser l'entièreté de la gestion de collecte des données. Et est-ce que tu pourrais peut-être éventuellement nous redire un peu le lien, la collaboration en temps de crise qui commence à naître et à évoluer entre les GAFAM et le gouvernement? Oui, alors je pense qu'il y a deux choses à dire. Il y a effectivement cette note qu'on a rédigée avec Théophile Lenoir sur une collaboration probablement meilleure qu'elle ne l'a jamais été entre les GAFAM et les États dans un contexte de crise. Donc, ce qui prenait des mois, ce qui était l'objet de polémiques, d'échanges acrimonieux sans fin auparavant, est exécuté quasiment dans les 24 heures qui suivent aujourd'hui. Par exemple, pour tout ce qui est fake news sur les gestes barrières qui ont été quand même extrêmement nombreux, les réseaux sociaux, Facebook en particulier, ont réussi à les retirer extrêmement vite, et ça n'a pas été une forme d'injonction, ça a été une observation qui a été faite de la part des États, et c'est bien passé. Et puis ainsi de suite sur un certain nombre de sujets tout aussi importants les uns que les autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ça n'empêche pas que je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs sont aujourd'hui dans des situations de position dominante du fait de la data. Et preuve en est, c'est qu'on ne voit plus apparaître de nouveaux GAFAM, GAFAMO, GAFAMI, GAFAM, je ne sais pas quoi. Ça ne bouge pas tellement depuis très longtemps. Et c'est là, à mon sens,
un bon indice qui laisse à penser qu'il y a une situation pas forcément d'abus de position dominante, mais qui nécessiterait que l'antitrust se déclenche. Et puis, sur le sujet de la santé en particulier, les GAFAM sont tous, je dis tous, donc Google, Apple, Facebook un peu moins, mais malgré tout quand même un petit peu, Amazon et Microsoft, ils sont tous très actifs sur le sujet de la santé. Voilà. Et à la fois, ils ont une capacité d'innovation qui est évidemment tout à fait stupéfiante, ils vont plus vite que les autres, ils n'ont pas la bureaucratie, etc. Et en même temps, la menace qu'ils font peser sur le bien commun, représenté par les États, elle me semble juste inacceptable. Donc, moi, je me suis exprimé assez clairement, hein, je suis de ceux qui pensent qu'il faut les démanteler, et je ne le dis pas de façon agressive, je le dis plutôt d'une façon assez factuelle. Et notamment, je pense que le démantèlement aurait pour intérêt, finalement, de granulariser les gens qui font de l'innovation de rupture. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un seul monstre qui fait toute l'innovation, on redistribuerait ça sur tout un tas de startups. Donc, on ne perdrait pas cette capacité d'innovation de rupture. Et au contraire, on aurait plus, je dirais, de darwinisme. Donc, voilà, je peux pas être vraiment plus clair sur ce sujet. Merci beaucoup, Gilles. Je vous propose une dernière question avant de clôturer ces échanges. J'espère qu'on a répondu au maximum. Une question sur l'Afrique, effectivement, qui, face à cette crise, a peut-être moins de moyens à la fois technologiques et humains. Et quelqu'un nous demande effectivement, est-ce que pour l'Afrique, le big data apportera les mêmes perspectives ou non? Oui, alors ça revient à la question qui m'a été posée, où j'ai parlé de Ebola. Moi, je suis évidemment de ceux qui sont extrêmement inquiets pour l'Afrique en général. Les systèmes sanitaires de très nombreux pays ne sont pas du tout à la hauteur. Néanmoins, il y a quelques pays, je pense à l'Angola, le Nigeria en particulier, qui a vraiment vécu Ebola, qui a affronté Ebola avec une efficacité absolument remarquable, et qui aujourd'hui ont monté des cliniques de campagne extrêmement efficaces un peu partout. C'est moins le cas dans de très nombreux autres pays. Donc, la chose qu'on peut souhaiter pour l'Afrique, c'est que finalement l'expression du virus se fasse en décalage avec ce qui se passe dans les autres pays, et que finalement on n'ait plus une concentration absolue sur notre problème, et qu'on puisse notamment éventuellement shipper les équipements en Afrique. Mais ça va être, je pense, assez compliqué, même si, d'un point de vue épidémiologique, le fait que l'Afrique, finalement, c'est un continent qui est plus grand que l'Europe, les États-Unis et la Chine réunis, avec une part de la population rurale qui est extrêmement forte et parfois très isolée, fait que c'est difficile de prédire la façon dont ça va évoluer. Il n'est pas impossible que ça soit dur, voire très dur dans certains endroits, et que d'autres lieux soient quasi immunes du Covid-19. Merci beaucoup, Gilles. Je vous propose de clôturer les échanges. Je sais qu'on a aussi une question sur la Suède. Je vous renvoie vers le billet qu'a écrit Alice Baudry sur le site de l'Institut Montaigne, qui fait un état des lieux très clair sur la situation en Suède. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live, et merci beaucoup à Gilles pour cette présentation qui était très éclairante. Belle Merci fin de journée à tous. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.